c'est Cécile. Je suis de retour pour la suite des réponses aux questions que j'avais commencé déjà. Alors, j'ai repris mes questions, donc elles sont là derrière, la caméra. Donc la première question, donc il y a, en fait là j'ai sélectionné parce qu'il y a 2 questions ou 3 questions sur la technique de la tapisserie de siège, les modèles d'apprentissage et la manière dont moi je fonctionne et comment est-ce que je transmets mes connaissances. Et puis il y a 2 questions, je crois, ou 2, 3 peut-être, plus sur la manière dont fonctionne mon entreprise et différentes choses sur, on m'a posé des questions sur les tarifs et aussi une dernière question très intéressante de quelqu'un qui est au Québec, ça m'a beaucoup intéressée, qui me demande des choses qui sont plus liées à mon état d'esprit et comment est-ce que j'ai surmonté certaines des choses que j'ai pu devoir surmonter pendant que j'ai développé mon entreprise. Alors, on va commencer par les choses simples qui sont plus sur la technique. Faut-il impérativement un dossier à garnir ou un dossier en bois convient-il? Donc, dans le programme Fauteuil Bridge de A à Z que moi j'ai créé, je montre un fauteuil bridge avec une garniture en crin. C'est un fauteuil bridge classique. Et donc, j'ai choisi ça parce que ça permettait de faire aussi le tissu et apprendre à faire la garniture, une pelote très fine sur un dossier garni. Donc, moi j'ai choisi ça parce que ça permettait de faire quelque chose de complet. Mais si vous n'avez qu'un fauteuil bridge avec juste une assise, ça pose évidemment pas de problème. Vous pouvez juste adapter les connaissances que moi je vous transmets à votre projet. C'est pas un problème du tout. Hein. Faut pas vous arrêter en fait à des choses comme ça. Si vous ne trouvez qu'un type de siège, vous allez avec tout ce que moi j'ai réalisé et toutes les ressources pédagogiques que vous pouvez trouver dans des livres ou des choses comme ça, vous allez pouvoir adapter en faisant bosser votre cerveau. Vous allez pouvoir adapter les techniques à votre situation personnelle. En fait, cette façon de faire est particulièrement spécifique à la tapisserie de siège parce que, je le dis souvent, hein, il y a énormément de styles de fauteuil et on ne peut pas trouver des réponses à tous les types de fauteuils. Du coup, il va falloir que vous adaptiez à chaque fois les différentes techniques pour que ça puisse correspondre à ce que vous avez à faire. Et ça, c'est une gymnastique intellectuelle qu'il faut faire en permanence quand on fait de la tapisserie de siège. Moi, c'est justement ça qui m'a intéressée dans cette activité, c'est la nécessité en fait de puiser dans mes connaissances pour transformer ces connaissances et les adapter à une situation donnée. En fait, c'est un peu comme dans la vie, voilà, n'importe quoi, hein, vous traversez une rue, vous savez comment on traverse la rue. S'il y a un feu rouge, vous savez que vous attendez que le bonhomme soit vert, mais s'il n'y a pas de feu rouge, vous allez trouver d'autres systèmes pour traverser la rue. Et c'est exactement pareil en fauteuil. Sous quelle forme ils se font, les ateliers que je propose, les ateliers liberté? Et comment est-ce qu'en fait je fais pour transmettre ma technique en vidéo, la technique de la tapisserie de siège en vidéo? Alors, moi, j'ai choisi la vidéo plutôt que des livres parce que ça me paraissait plus complet. Ça permet en fait d'avoir tous les gestes et toutes les étapes du début jusqu'à la fin, puisque je peux filmer. Alors, ça fait des vidéos qui peuvent être très longues, mais je peux filmer du début à la fin la rénovation d'un fauteuil. Et pendant que je travaille, je commente et je donne des indications spécifiques et j'explique des sensations que je ressens, la manière dont mon corps doit se placer et ce que je dois sentir dans mes mains comme chose et comment est-ce que je dois sentir la matière. Donc, je pense, moi, que la vidéo est une excellente manière de transmettre des connaissances, qu'on n'est pas forcé d'être à côté, ça je vous l'ai dit juste tout le temps, hein, je vous dis, moi je pense que il ne s'agit pas en fait, le plus important finalement ce n'est pas la manière dont je vais vous transmettre, mais plutôt l'intention que j'ai dans les connaissances que je vais vous transmettre. Si j'ai envie que vous appreniez plein de choses, que je le fasse dans un atelier en présentiel ou en vidéo ou dans un livre, si j'ai très envie de vous transmettre énormément de choses, alors je vais vous transmettre énormément de choses. Et du coup, si vous êtes très attentif aux vidéos, ce qui est intéressant aussi avec le format vidéo, c'est que vous voyez les gestes. Et à travers le regard et l'attention que vous allez porter aux gestes et à la manière dont vous allez voir travailler mes mains,
vous allez pouvoir comprendre ce que vous devez faire. Et ça me rappelle une anecdote que j'ai déjà racontée et que je vais juste vous redire ici. Donc moi, j'ai fait une formation il y a donc 25 ans. Après la formation, j'avais fait un stage chez un tapissier à Paris. Et le mec, en fait, il m'expliquait rien. Voilà, il faisait les fauteuils et puis c'était comme si j'allais forcément tout comprendre toute seule. Donc j'en ai pris mon parti parce qu'en fait, il n'était pas du tout dans la transmission. Lui, ce qu'il voulait, c'était une petite main qui allait dégarnir ses trucs, qui allait faire les mauvaises tâches. Et puis si je pouvais faire de la garniture, eh ben tant mieux, mais il n'avait pas envie de passer son temps à m'expliquer des trucs. Du coup, il m'expliquait rien. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme si j'étais sourde. On ne pouvait pas m'expliquer, donc on ne m'entendait pas. Mais par contre, j'étais pas aveugle, je voyais. Et donc, j'ai observé ses mains. Et j'ai observé un truc, notamment, qui était particulièrement intéressant et qui m'a énormément aidé. C'est que quand il faisait le guindage, par exemple, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le guindage, c'est le fait de mettre sous tension les ressorts. Je l'ai vu prendre les cordes les unes à côté des autres et arriver au bord de la traverse pour fixer la corde à guinder sur les semences. Et là, il a utilisé sa main comme une pince crocodile. C'est-à-dire que, vous voyez, moi, pendant la formation, on m'a dit, tu vois, t'appuies dessus, tu tires, tu fais ci, tu fais ça. Donc moi, j'ai fait ça. Mais quand j'ai vu ce gars arriver, quand j'ai vu ce gars en train de travailler, j'ai observé qu'il coinçait la clé de guindage, donc les spécialistes de la tapisserie de ciel comprendront de quoi je parle, et qu'il utilisait son pouce contre la traverse, qui était comme ça, il attrapait le ressort et il ramenait comme ça le ressort sur la traverse, et en fait ça faisait comme une pince crocodile, je l'ai vraiment vu faire ça, tac, et ce geste, je l'ai reproduit, et ça m'a aidé à faire les guindages de manière beaucoup plus efficace. Et en fait, lui, il n'avait même pas conscience de ça. C'est-à-dire que juste le fait d'avoir observé en détail les choses et d'avoir analysé ce que j'avais observé m'a permis de reproduire et de trouver une méthode qui me convenait et qui convenait à ma force physique. J'avais pas beaucoup de force dans la main. Depuis, ça s'est développé puisque je me suis beaucoup entraînée à faire la pince crocodile avec les ressorts quand je les guinde. Et voilà, et donc ça, c'est typique. C'est pourquoi les vidéos, je pense que c'est super intéressant parce que si vous observez ce que je fais, moi, je vous explique des choses. Je vous explique les sensations, les gestes que je fais. Mais peut-être que vous allez découvrir des choses qui vont plus vous parler rien qu'en regardant la manière dont je travaille, les gestes que je fais et que vous allez pouvoir bien les reproduire. Donc ça, c'est très important et c'est comme tout, c'est comme les enfants, ils apprennent en imitant leurs parents. Eh bien, c'est pareil, quand vous prenez un cours de technique, si vous observez les gestes, quand les gens travaillent la matière, vous allez pouvoir reproduire ces gestes et apprendre. C'est pourquoi le format vidéo est absolument génial, parce que vous pouvez faire et refaire la lecture de cette vidéo, de ce passage que vous ne comprenez pas, et du coup, c'est encore mieux qu'en vrai, parce que le prof, à un moment donné, si vous lui demandez de refaire 40 fois la même chose, il va en avoir marre, alors que la vidéo, elle peut tourner en boucle. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire, c'est vraiment intéressant. Il y avait une autre question qui me demandait si dans les packs que je propose, il y a une progression dans les fauteuils. En fait, non, il n'y a pas de progression. Dans les fauteuils, je pense que l'idéal, quand vous êtes débutant, c'est de commencer par un fauteuil bridge. Mais après, moi, j'ai proposé 6 types de fauteuils et vous pouvez les prendre dans l'ordre que vous voulez. Sachant que le fauteuil crapaud est quand même le plus compliqué, le plus difficile. Si vous êtes débutant, je vous déconseille de commencer par ça parce que là, vous allez vous décourager tout de suite. Mais les autres fauteuils, le Voltaire, le cocktail, le cabriolet, voilà, tout ça, c'est des fauteuils courants, faciles, que vous pouvez apprendre rapidement après avoir fait un fauteuil bridge. Ce qui veut dire que quand vous êtes membre du pack fauteuil d'antan, eh ben vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les fauteuils progressivement et puis de les faire les uns après les autres. Vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Ok? Alors, maintenant, on va passer aux questions qui étaient plus business. Quelqu'un m'écrit, je retape des fauteuils pour les vendre et j'aimerais aussi en faire à la demande. Seulement, je n'arrive pas à chiffrer pour faire des devis et des factures, etc. Je n'ai jamais travaillé chez un tapissier, donc je ne comprends pas trop le fonctionnement. Je cherche désespérément de l'aide
Pour cela, je n'ose pas aller voir les artisans de mon secteur. Alors, ça, c'est un truc qui est très courant. J'ai vu énormément de gens qui ont été formés et qui sont complètement bloqués avec la réalité du marché et comment est-ce qu'ils vont se positionner avec les tarifs. Bon, vous pouvez aller demander aux autres ce qu'ils en pensent. Ils vont vous donner un tarif, ils vont vous dire, voilà, c'est 30 €, 40 €. Alors ça, c'est pareil, j'ai aussi une vidéo qui parle très très bien de tout ça. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Mais on va reparler de ça un petit peu. Moi, pour ma part, je ne raisonne pas comme ce que beaucoup de gens vont vous dire. Je pense que il n'y a pas un tarif pour, par exemple, un fauteuil Voltaire. On vous demande de restaurer un fauteuil Voltaire, combien ça coûte? Déjà, moi, je fais des tarifs qui sont des forfaits. C'est-à-dire que je ne vais pas calculer à la minute près combien de temps je mets. Ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ai un tarif horaire. Et je ne fonctionne pas au tarif horaire. Je fonctionne au forfait. Un fauteuil, je sais qu'il va me prendre 2, 3 jours, 4 jours. Et donc, je sais que dans le mois, j'ai besoin de, par exemple, 2000 balles pour vivre. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme type de fauteuil pour atteindre le chiffre, le salaire qu'il me faut? Je pars dans l'autre sens. Je me dis, quel est mon salaire? Qu'est-ce que je peux faire comme nombre de fauteuils pour atteindre ce salaire? Ou quel est le temps que j'ai alloué à cette activité par mois? Donc, je me dis, bah, par exemple, moi, je ne peux pas travailler plus de 3 jours par semaine. 3 fois 4, 12, ça fait 12 jours par mois. Et, par exemple, si en 12 jours, je peux faire 2 fauteuils, alors 2 ou 3 fauteuils, eh ben, je vais avoir une indication de ce que je vais avoir comme besoin de trouver comme chiffre d'affaires pour atteindre l'objectif de salaire que je veux. Et mon objectif de salaire n'est pas le même que celui de cette personne qui m'a écrit. N'est pas le même que le vôtre, là, qui m'écoutait, qui me regardait. Moi, j'ai besoin peut-être de 2000. Mais mon voisin va peut-être avoir besoin de 500. Et l'autre, il va peut-être avoir besoin de 3000. Parce qu'il a des charges, parce qu'il a envie de partir en vacances, parce que c'est comme ça son mode de vie. Il a besoin de plus d'argent pour vivre. Et du coup, on ne peut pas comparer ma vie à moi à celle du voisin. En tout cas, je trouve que ça, c'est complètement idiot comme manière de faire. Et ça, c'est les artisans qui pensent comme ça sont dans une méthode et une façon de parler qui est celle de l'industrie et des ouvriers. C'est-à-dire que quand vous pensez comme ça, vous pensez comme si vous étiez salarié d'une entreprise ou d'une industrie et que du coup, il faut répondre à un taux horaire et que votre salaire, c'est 30 € de l'heure et pas plus parce que la société a considéré que vous devez gagner 30 € de l'heure. Mais si vous avez envie de gagner 150 € de l'heure, personne ne peut vous en empêcher. Par contre, vous devez vous donner les moyens pour atteindre ce chiffre d'affaires-là. Vous comprenez? Donc, et il y a des méthodes pour atteindre ce chiffre d'affaires-là. Donc, je pense que ce n'est pas la solution d'aller demander au voisin combien il va demander. Il faut que vous ayez une idée de ce que vous voulez gagner pour vous-même. Et il faut que vous mettiez en place les actions nécessaires pour atteindre ce chiffre d'affaires-là. Moi, j'ai des méthodes. C'est ce que j'enseigne aux gens qui sont dans l'école, dans la formation avec moi, dans l'école Tori, dans le programme de formation Tori, qui forme les tapissiers du 21e siècle, parce que je pense qu'il est grand temps que les tapissiers se rémunèrent à leur juste valeur, mais surtout en fonction de ce dont ils veulent pour eux-mêmes. Et plus vous approcherez de ce que vous voulez vous-même, pour vous-même, en termes de salaire, et plus vous serez heureux dans la vie. Et il y a des manières de faire, d'accord? Vous pourrez avoir une clientèle qui ne va pas être la même si vous demandez 2500 ou 500 € par mois. Peut-être que d'ailleurs vous aurez la même clientèle. En fait, il y a énormément de paramètres possibles. Peut-être que vous aurez la même clientèle que quelqu'un qui va avoir seulement 500 € par mois, qui va demander seulement 500 € par mois, et peut-être que l'autre personne va demander 2500. Vous avez le même client, imaginez, vous avez le même client. Mais la différence, c'est que vous ne travaillerez pas forcément le même temps.
C'est-à-dire que la personne qui va gagner 500, elle se dit, moi, 500, ça me suffit. Et du coup, je bosse une fois par semaine. Et l'autre, peut-être il va falloir qu'elle bosse 3 fois par semaine. Donc ça, c'est des paramètres très intéressants. Et je peux aider les gens à déterminer ça. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, que vous êtes déjà à votre compte, que vous envisagez d'être à votre compte et que vous avez envie d'avancer sur ce sujet, de comprendre quel est exactement le positionnement qu'il faut pour vous et votre vie et votre activité, la vôtre, pas celle du voisin, eh ben, vous pouvez me contacter et je propose des coachings, des accompagnements spécifiques pour ça. On pourra le faire ensemble. Donc là, c'est pareil. En fait, quelqu'un qui me dit qu'elle est déjà installée comme tapissier d'ameublement en micro-entreprise. Je manque de technique sur la pose des tissus. Je cherche une formation complémentaire pour ne plus avoir de lacunes. Peut-être pouvez-vous me proposer quelque chose. Donc, en effet, c'est effectivement possible de vous accompagner sur l'aspect technique. J'ai déjà fait ça plusieurs fois avec des coachings privés. On fait des rendez-vous personnels et là, je vais vous accompagner sur des connaissances très spécifiques, la technique ou alors le marketing, le développement de votre boîte. Ça, c'est possible aussi. Quelle est votre organisation afin de pouvoir gérer au mieux votre temps entre votre boutique, votre atelier, vos outils numériques? Dans quelle mesure avez-vous recours à une aide extérieure? Donc, webmaster, compta, etc. Alors, la première chose que je veux vous dire, c'est que moi, j'ai commencé par toujours faire tout moi-même. Pendant 20 ans, j'ai tout fait moi-même. D'accord? J'étais à mon compte, en auto-entreprise, j'ai tout fait moi-même. Parce que je pense qu'il faut avoir connaissance de tous les recoins de votre entreprise pour pouvoir savoir quelles sont les actions qu'il faut développer et sur lesquelles il faut vous concentrer pour la faire croître. Si vous savez bien utiliser les différents outils, et donc pour ça, il faut vous former, c'est indispensable. Si vous ne savez pas créer un site internet, eh ben, faites en sorte d'apprendre à créer un site internet. Il faut que vous soyez indépendant et que le fait de faire appel à un prestataire extérieur pour faire votre site internet va vous rendre dépendant. Et quand on est dépendant, forcément, on gagne moins d'argent parce qu'il va falloir payer quelqu'un pour mettre à jour le site internet, pour faire en sorte qu'il évolue. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise, quand vous allez la commencer, vous allez avoir un regard qui est un regard A, voilà, qui est là, au départ. Vous êtes au début de votre entreprise. Vous avez une première vision sur votre entreprise. 6 mois après, quand vous êtes ici, la vision entre les deux, elle a déjà changé. Et donc, vous allez commencer à vous rendre compte que là, l'action que vous avez faite ou le logo que vous avez créé ici au tout début, il ne vous plaît pas, il ne correspond pas exactement à la clientèle que vous cherchez. Donc, vous allez l'améliorer. Et alors là, il va falloir le corriger, ce logo. Si vous avez déjà fait appel à quelqu'un pour vous créer un logo, il va falloir repayer quelqu'un pour vous créer un logo. Et si vous avez déjà fait appel à quelqu'un qui vous a mis ça sur le site internet et que vous ne savez pas le faire, il va falloir repayer quelqu'un qui va vous le remettre sur le deuxième site internet, avec la nouvelle version. Donc ça, c'est super. Ça prend beaucoup d'argent. Et l'objectif est quand même que l'argent, dans un premier temps, et même pour toujours, entre d'abord dans votre poche. D'accord? Donc, plus vous travaillerez par vous-même, et plus vous aurez de l'argent pour vous-même, et plus vous atteindrez le salaire que vous voulez. Donc, moi, j'ai toujours bossé par moi-même, et je me suis formée à toutes les choses que je voulais ajouter à mon entreprise. La gestion du temps, moi, je suis quelqu'un d'assez libre et qui déteste les emplois du temps cadrés et qu'on me dise de tel jour de telle heure à tel jour, de telle heure à telle heure, tu vas faire telle chose. Ça me fait chier. S'il doit faire ça toute l'année, ça me pompe. Donc, j'ai pas envie de faire ça. Donc, moi, je me lève le matin et je me dis, bon, il y a ça, il y a quoi à faire. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai une liste de tâches à faire, une liste de choses à faire. Je les ai en tête ou je les ai notées. Et là, je me dis, je vais commencer par, le matin quand je me réveille, je regarde ma liste et je me dis, voilà, j'ai ça à faire et je vais m'écouter et me dire, comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et boum, je choisis un truc. Et je sais que je vais le faire de manière très efficace, rapidement, bien, parce que je me suis écoutée, que je suis dans l'état d'esprit de faire cette chose-là. Et si je me réveille un matin et que je me rends compte que je n'ai pas l'état d'esprit de faire une chose qui est sur cette liste, c'est pas grave. Je m'écoute et je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre? Je vais aller me balader, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça.
Parce que je sais que quand je reviendrai, je travaillerai de manière bien plus efficace. Donc moi, je m'organise comme je veux. J'ai pas de boutique. Au début, j'avais une boutique. Quand j'étais à Strasbourg, j'avais une boutique. Mais la boutique ne correspondait pas au mode de vie que je voulais. Parce que ça m'obligeait à ouvrir ma porte à 9 h du matin tous les jours ou à 10 h, à être là, nanani, nanana. Et puis si j'étais pas là, il fallait mettre un mot sur la porte. Et quand je revenais, il y avait tout le temps quelqu'un qui venait, qui se plaignait parce que j'étais pas là quand il était passé. Donc, en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était une véritable contrainte, la boutique. Et moi, j'ai donc décidé de développer un modèle économique qui fonctionne sans boutique. Ça a plein d'avantages. Ça coûte beaucoup moins cher et ça me donne beaucoup de liberté, ce qui est pour moi une des choses les plus importantes. Et puis, un jour, quand j'ai commencé à développer le centre de formation qui fonctionnait vraiment bien, à un moment donné, ma priorité a toujours été de m'occuper en priorité de mes élèves et des personnes que j'accompagne, de mes clients, les clients de prestation de fauteuil, mais aussi des élèves. Et donc, je me suis concentrée sur ça et un jour, je me suis rendu compte que je commençais à moins pouvoir répondre à ces personnes et à moins être attentive à leurs besoins. Et donc là, j'ai demandé à quelqu'un, j'ai trouvé quelqu'un de confiance qui a commencé à faire des tâches administratives. Donc, j'ai eu une première assistante qui est aujourd'hui devenue mon bras droit et qui s'est mise à s'occuper de faire tous les trucs administratifs, les déclarations, les devis, les factures, toutes ces choses-là. Le moment venu, quand j'ai créé une société, j'ai dû prendre une comptable. Donc, en fait, j'ai fait ça petit à petit. Et du coup, il fallait que cette personne, cette assistante, transmette les documents à la comptable. Et moi, ça m'a dégagé énormément de temps. Du coup, je pouvais me concentrer sur les clientes et les personnes pour qui à qui je voulais transmettre mon savoir-faire. Et puis, après, il a fallu développer la visibilité. Et c'est là qu'est arrivé mon deuxième bras droit, Christelle, qui a commencé à s'occuper de la communication et à m'aider à organiser la communication et à faire le développement sur les réseaux sociaux. Donc, d'ailleurs, si aujourd'hui je fais cette vidéo de réponse aux questions, c'est parce que Christelle m'a dit, il y a plein de questions et il faut que tu répondes à ces questions. Vous voyez? Alors qu'avant, j'aurais jamais pensé faire ça parce qu'en fait, ça me paraissait pas forcément utile et puis surtout, j'avais pas le temps. J'avais d'autres priorités. Aujourd'hui, vous voyez, avant de faire cette vidéo, je me suis d'abord occupée des réponses aux questions à mes clientes, à mes élèves. J'ai calculé un devis. Et puis après, j'ai aussi fait du montage parce qu'il faut que je m'occupe des contenus permanents des choses que je transmets. Donc, il y a tout le temps du montage à faire. Donc, je fais du montage et ça, c'est ce que j'adore faire. Donc, je le fais. Mais dès que j'ai fait ça, je me suis attelée à une tâche qui pour moi pouvait me paraître secondaire et qui ne l'est pas du tout, c'était de répondre à ces questions que vous aviez posées. Et donc après, je vais donner le rush à Christelle et Christelle, elle va trier les questions, cette vidéo, elle va les organiser et elle va faire en sorte que vous les ayez soit sur un blog, soit sur la chaîne YouTube, là vous êtes en train de me regarder. Donc voilà, donc en fait, il ne faut absolument pas griller les étapes, il faut commencer par faire tout seul. Moi, c'est vraiment mon conseil. Et quand vous aurez stabilisé votre activité, que vous aurez trouvé un système d'acquisition de clients qui soit récurrent et que vous aurez trouvé une image de marque qui soit en conformité et en accord avec votre personnalité, à ce moment-là, vous pourrez faire tourner ce petit système de manière intelligente et pérenne. Et quand vous serez un peu débordé, quand vous vous rendrez compte que vous touchez la limite et que là, vous étouffez parce qu'il y a beaucoup trop d'actions à faire, là, vous commencerez à déléguer les choses. Il faut y aller progressivement. C'est super important. Voilà. Donc ça, c'est un des conseils super importants et une question très intéressante. Et la deuxième question, donc là, ça a été... je vous explique. Donc là, elle me demande, cette personne qui est au Québec, quels ont été tes pires moments de découragement et pourquoi? Quelle est ta plus belle réussite personnelle sans parler argent, émotionnellement parlant, qui ont déclenché en toi le fait d'être vraiment à ta place dans ce métier? Elle me dit ton point X, comme on dit au Québec. Donc moi, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, le point X. Bon, alors, en fait, les moments de découragement, je pense que j'ai beaucoup réfléchi avant de faire la vidéo et je pense que les moments de découragement les plus importants que j'ai
eu sont les moments où je me suis laissée entraîner à la comparaison. C'est que par exemple, moi j'avais une chaîne YouTube que j'avais commencé à développer et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des chaînes YouTube sur la même thématique et qui avaient beaucoup plus de visibilité que moi. Donc ça, dès qu'en fait je commençais à me comparer, tout de suite ça faisait baisser mon énergie et mon envie de continuer. Mais ça entraînait des doutes en moi. Et donc je pense que la plus belle réussite que j'ai pu avoir, c'est le jour où j'ai compris que le fait de me comparer aux autres et aussi d'écouter ce que les commentaires négatifs que l'on pouvait m'envoyer sur les réseaux, parce qu'il y a beaucoup de gens à qui ça ne plaît pas ce que je fais de transmettre en vidéo, qui trouvent que c'est impossible et que c'est de la merde et que voilà, je suis qu'une menteuse et madrid patata. Donc il y a tout le temps des gens sympas sur les réseaux sociaux qui se cachent derrière leur écran. Je les salue au passage, d'ailleurs si vous êtes là. Et en fait, le jour où j'ai réussi à me détacher de ça et à comprendre qu'en fait, ça ne me concernait pas, ce que les autres pensaient, ça les concerne eux et pas moi, et que j'ai mieux à faire à me concentrer sur les personnes que j'accompagne et qui sont contentes que je les accompagne et qui obtiennent des bons résultats, et bien ce jour-là, j'ai passé un gap, mais énorme. J'ai passé un pas en avant et je suis devenue beaucoup plus sereine. Alors, je n'ai pas fait ça comme ça par magie. Hein. Je me suis fait accompagner. Je suis allée voir des personnes qui font souvent, je l'ai déjà dit, hein, je ne sais plus comment on appelle ça, là, qui font de la trucs énergétiques, en fait, qui vont vous aider à réfléchir. C'est souvent des thérapies brèves. Alors, ça peut être de l'hypnose, ça peut être différentes choses. Et quand où j'ai trouvé des mentors aussi, des personnes qui m'ont inspirée et à qui j'ai pu poser des questions. Donc, je me fais accompagner régulièrement pour, quand j'atteins de nouveau cet état d'esprit un peu négatif, parce que je retombe dans la comparaison ou que je m'accroche aux commentaires négatifs, je sens que mon énergie baisse. Donc, dès que je sens que ça recommence, hop, je vais voir ces personnes et ça m'aide à repasser le pas et à me recentrer sur l'essentiel de ce que j'ai à faire. Et c'est comme ça que j'ai développé toute mon activité et que j'ai pu créer le centre de formation que j'ai créé, qu'aujourd'hui je travaille avec 8 personnes dans la société que j'ai créée. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit. Hein. Donc le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas regarder ce que font les autres, surtout si ça vous donne des aigreurs d'estomac et que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous comparer de manière négative. En fait, regarder ce que font les autres, c'est très intéressant si ça vous porte. Donc, quand vous aurez dépassé cet état négatif, vous pourrez aller voir ce que font les autres et du coup, ça va vous donner des idées, ça va vous inspirer. Mais si vous sentez que ça vous tire vers le bas, alors arrêtez tout de suite. Et concentrez-vous sur ce que vous faites et faites-vous confiance. C'est super important. Vous pouvez lire des livres. Il y a énormément de livres qui vont vous inspirer sur ces choses-là et qui vont vous accompagner et vous aider là-dessus. Voilà, donc ça, c'est vraiment très intéressant comme question. Et je pense que j'ai fini de répondre aux questions pour cette fois. Encore une demi-heure s'est passée. Ben voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. On refera une petite FAQ comme celle-ci. Je pense que c'est vraiment intéressant. Et ben voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que comme ça vous serez prévenu des différentes choses que je publie. Je vous remercie d'être là et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!